Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo d'analyse avec un exo qui est tombé à XENS sans MP. Le but du problème c'est de montrer que pi est irrationnel, donc c'est-à-dire que pi n'appartient pas à Q. Et donc voilà pour l'énoncé. N'hésite pas à mettre sur pause, à chercher l'énoncé par toi-même, lâche un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile, et je vais donner des indications pour te débloquer si tu as du mal à commencer, et ensuite je passerai à la correction. La première indication, ça va être de faire une double intégration par partie, s'en inspirer pour montrer la propriété voulue par récurrence. Deuxième question, faire une étude de fonction classique, la fonction est infinie. Troisième question, il faut relier l'intégrale de 0 à pi de fn de t sinus de t dt à la première question. Montrer que les dérivés de fn sont des entiers naturels. En déduire que l'intégrale de 0 à pi de fn de t sinus de t dt est un entier naturel non nul. Grâce à une majoration de l'intégrale de 0 à pi de fn de t sinus de t dt, aboutir à une contradiction. Allez, donc on est parti pour cette première question. Donc pour faire apparaître les dérivés de f, on n'a pas d'autre choix. Dans l'intégrale, on va intégrer par partie. Il faut justifier que les fonctions sont C1. F, elle est polynomiale, donc elle est C infini. De même pour le sinus. Donc on peut intégrer par partie et obtenir que l'intégrale de 0 à pi de f de t sinus de t, ça fait donc moins f de t cos de t, coincé entre 0 et pi. Donc ça fait f de pi moins f de 0. Et donc moins l'intégrale de 0 à pi donc de f' de t moins cos de t, mais avec le moins devant, ça fait un plus. Et donc cette intégrale-là, on a du f', mais donc les dérivées impaires de f, elles apparaissent jamais dans le développement qu'il faut établir dans l'énoncé. Donc ça, on va le simplifier. On va de nouveau faire une intégration par partie. Et donc, ça fait apparaître du coup sinus de t qui est égal à 0 en 0 et en pi. Et après, on récupère une intégrale de 0 à pi de f' de t sinus de t dt. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que l'intégrale de 0 à pi de f de t sinus de t, ça fait f de pi moins f de 0, moins l'intégrale de 0 à pi de f' de t sinus de t dt. Donc on est pas mal avancé. Et après, si on fait de nouveau deux intégrations par partie sur cette nouvelle intégrale avec f dérivée deux fois, eh bien on va retomber du coup sur le résultat qu'on veut si on itère à chaque fois la double IPP sur l'intégrale. Donc on sent que ça va bien marcher. Donc on trouve ce résultat là. Il n'y a rien à justifier. Et donc si on voulait répondre rigoureusement, il faudrait montrer la propriété par récurrence montrer cette propriété là par récurrence, et après on pourrait en déduire le résultat. Mais donc vu que l'initialisation on l'a déjà faite, et que l'hérédité se fait exactement de la même manière que ce qu'on vient de faire, on peut considérer qu'on a répondu à la question de manière plus ou moins rigoureuse. Allez, donc on est parti pour la deuxième question. F, c'est le produit de fonctions polynomiales de degré n, donc f, elle est c infini. En particulier, on peut dériver fn. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1 sur n factoriel, on dérive le x puissance, donc x puissance n, sa dérivée, ça fait n fois x puissance n moins 1. Donc l'autre terme, on ne le change pas. De l'autre côté, on garde le x puissance n et on dérive le a-bx, le tout à la puissance n. Donc attention, ça fait apparaître un moins b. Moi, je l'ai oublié, donc ça m'a un peu parasité les calculs, donc faites attention. Et donc au final, ça fait du coup, si on factorise après par 1 moins bx, le tout à la puissance n moins 1, comme ça on récupère une expression un peu plus simple, et qu'on factorise aussi par n, qui apparaît deux fois. Donc on va récupérer du coup a moins 2bx. Et donc nous on fait une étude de fonction, donc on s'intéresse au signe de la dérivée pour en déduire les variations de fn. Donc on cherche qu'est-ce qui est positif tout le temps, qu'est-ce qui est négatif tout le temps. X puissance n-1 c'est toujours positif. De même pour a moins bx à la puissance n-1 c'est toujours positif. Il nous reste en fait fn de x est du même signe que a-2bx, ça s'annule, donc ça c'est une fonction affine, donc il faut juste chercher le point où elle s'annule, elle s'annule du coup en x égale a sur 2b, et donc on fait apparaître a sur b qui vaut pi par hypothèse, vu qu'on a posé pi égale a sur b pour aboutir à une contradiction. Donc on trouve que fn' de x s'annule en x égale pi sur 2. Et donc après, c'est une fonction affine qui est d'abord positive puis négative. Ensuite, on en déduit le tableau de variation. En pi sur 2, on fait le calcul, ça vaut 1 sur n factoriel pi a sur 4 le tout à la puissance n. Et donc on en déduit le graphe de la fonction qui est fn et c infini. Donc il faut faire attention à ce que la courbe soit bien lisse pour qu'il n'y ait
que la fonction soit bien régulière comme voulu, et donc on obtient en particulier un maximum en pi sur 2 qui vaut 1 sur n factoriel pi a sur 4 le tout à la puissance n. Allez, donc on est parti pour cette dernière question. Donc on considère in l'intégrale de 0 à pi de fn de t sinus de t dt. Et donc naturellement, on va se précipiter sur le résultat de la première question, puisqu'on a une intégrale qui ressemble furieusement à l'intégrale qu'on a traitée en première question. Donc in, c'est quoi? C'est grand fn de pi moins grand fn de 0, ou grand fn, ça va être la somme du coup des moins 1 puissance k fn dérivé d'ordre 2k, de fn. Et maintenant, en fait, pour montrer que in est un entier naturel, il suffit de montrer que les fn, lorsque du coup évalués en pi et en 0, sont des entiers naturels, c'est-à-dire qu'en fait, que tous les fn, donc toutes les dérivées d'ordre 2k de fn évaluées en 0 et en pi, sont des entiers naturels. Donc c'est ce qu'on se propose de montrer, et donc on va regarder le cas 0. Donc fn, comment est-ce qu'elle est construite? C'est le produit de x puissance n et d'une autre fonction polynomiale. En particulier, les dérivées d'ordre p strictement inférieur à n de fn vont s'annuler en 0, puisque il va rester, donc si on dérive p fois, il va rester x puissance n-p, où n-p reste positif, donc on n'aura pas un 0 puissance 0 qui apparaît. À chaque fois, lorsqu'on évaluera en 0, ça fera 0. Maintenant, si p est supérieur ou égal à n, on va utiliser le théorème de Leibniz pour calculer la dérivée d'un produit de fonctions. Donc la dérivée PIM de fn par rapport à x, c'est cette formule-là qui apparaît. Et pas de commentaire supplémentaire, si ce n'est que la bande supérieure, on a souvent tendance à l'appeler n quand on fait une dérivée, donc un binôme de Newton ou le théorème de Leibniz. Mais attention, ici, le rôle de n est déjà pris par x puissance n. Donc on a préféré l'appeler p par exemple. Voilà. Et après on va évaluer en 0, et donc qu'est-ce qui va rester? Il va juste rester le terme k égale à n, puisque on va dériver k fois x puissance n, donc il va y avoir n x puissance n moins 1, nn moins 1 x puissance n moins 2, et ainsi de suite, jusqu'à avoir n factoriel x puissance n moins, enfin 0, pour donc le terme qui correspond à k égale à n. Et donc il va rester au final ce terme-là, et donc la dérivée, quand on prend x égale 0 par rapport à p moins, la dérivée p moins n de a moins bx, le tout à la puissance n, lorsqu'elle est évaluée en x égale 0, c'est un entier naturel. Donc en fait on a un produit d'entiers naturels. Donc fn, la dérivée pim de fn évaluée en 0 est un entier naturel. Et donc grand f de 0 est un entier naturel, et donc on peut montrer exactement de la même manière que grand f de pi est aussi un entier naturel. Maintenant, on montre même que c'est un entier naturel non nul, et c'est ça qui va nous amener une contradiction, parce que de l'autre côté, on va majorer in. Donc pourquoi est-ce qu'il est non nul? Fn de t sinus de t, donc pour tout t dans 0 pi, est strictement positif. Donc in, elle peut être nulle, donc par croissance de l'intégrale, vu que in est un entier, et donc en intégrant, c'est un entier non nul. Et par ailleurs, on a fn de sinus de t qui est plus petit que fn de t, puisque sinus est coincé entre moins 1 et 1. Et fn de t, on a un majorant qui est donc 1 sur n factoriel pi a sur 4, le tout à la puissance n. Et donc on note pi a sur 4 m puissance n. Enfin, pardon, on note pi a sur 4 m, et donc comme ça, on a un majorant de la forme m puissance n sur n factoriel. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on a? Après, en passant à l'intégrale, on a que, vu que in est un entier naturel, in est supérieur ou égal à 1, et donc plus petit que l'intégrale de 0 à pi de m puissance n sur n factoriel dt. Donc après on peut intégrer facilement, ça va faire pi m puissance n sur n factoriel. Or le membre de droite, par croissance comparée, si on fait tendre n vers plus l'infini, va tendre vers 0. Et donc ça c'est contradictoire, puisque in il est censé être plus grand que 1. Et donc on est arrivé à une contradiction qui veut dire qu'on ne peut pas écrire pi sous la forme a sur b. Et donc conclusion, c'est que pi est bien irrationnel. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. On a vu pas mal d'outils de première année qui apparaissent par-ci par-là. On a vu des intégrations par partie, une étude de fonctions, donc assez classique. Et après, on a utilisé le théorème de Leibniz. Donc c'est un exo de première année qui est assez sympa, parce que il te permet quand même de prouver un résultat qui est quand même plutôt fort, à savoir que pi est irrationnel, qui est quand même un résultat assez abstrait, mais qui au final se fait avec des outils plutôt concrets et en utilisant de l'analyse. Donc voilà, en tout cas j'espère que tu auras appris des choses, que cet exercice t'aura permis de mieux assimiler ton cours, et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo. En tout cas n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre ta cloche, et j'espère te retrouver prochainement. Salut!